Voici la réécriture en français en paragraphe continu avec un vocabulaire renouvelé pour rester fidèle au sens tout en étant unique. Certaines personnes portent un sourire comme un masque qu'elles ne retirent jamais et pendant 2 ans, j'ai été l'une d'entre elles. Je m'appelle Claire Donovan et mes voisins de notre immeuble chic de Charlotte pensaient que j'étais la femme la plus chanceuse du quartier. Ce qu'ils n'ont jamais vu, c'est le gilet à manches longues que je portais même par 32 degrés pour cacher les marques en dessous. Ce que personne n'aurait pu prévoir, c'est que la seule personne capable de percer ce mensonge rentrait justement au pays après 15 ans d'absence, sans se douter une seconde de ce qu'il allait découvrir. Si ce genre d'histoire vous captive, abonnez-vous à notre chaîne Récits de vengeance, car celle-ci ne relâche jamais la tension jusqu'à la toute fin. J'ai grandi près d'Asheville, dans une petite ville de montagne qui me paraissait plus sûre que tout endroit où j'ai vécu depuis. Le plus bel épisode de mon enfance restait mon oncle Weston, le frère cadet de ma mère, de 14 ans, mon aîné et véritable héros à mes yeux d'enfante. Il réparait les vélos de tout le quartier, m'a appris à nager dans la rivière et n'a jamais manqué une seule promesse. À mes 14 ans, il a accepté un contrat à l'étranger pour construire des installations d'éoliennes. Ce qui devait durer 2 ans s'est étiré sur 15 années, nos appels hebdomadaires se réduisant peu à peu à quelques messages par an. J'ai grandi, fait des études de finance et rencontré un certain Trevor Langston lors d'un événement de réseautage en centre-ville. Il était sûr de lui, soigné et étonnamment attentionné, se souvenant de détails insignifiants sur moi que la plupart des gens oublient en quelques minutes. Ma mère, après l'avoir rencontré une seule fois, m'avait confié qu'il lui semblait trop lisse, comme une pierre polie à un point tel qu'on n'en devinait plus la nature véritable. J'avais ri, balayé cette remarque, et je l'ai épousée dans l'année. Pendant que mon oncle Weston restait bloqué à l'étranger, il ne pouvait que promettre, par téléphone, de vérifier sérieusement les intentions de cet homme une fois de retour. Les 2 premières années furent assez belles pour que je choisisse d'ignorer les petites cruautés qui s'installaient, les remarques sèches envers les serveurs, les humiliations devant des amis pour une simple maladresse. Peu à peu, mes amis ont disparu de ma vie, chacune présentée comme une mauvaise influence, jusqu'à ce que mon univers entier se réduise à mes parents et à lui. Je me répétais qu'un mari autoritaire était chose normale, alors même que l'ancienne moi avait un jour tenu tête à un professeur et refusé de céder devant un supérieur malhonnête. Une femme forte ne s'effondre pas d'un coup. Elle s'use par étapes jusqu'à ne plus savoir distinguer la maltraitance de l'affection. La première fois que Trevor a levé la main sur moi, c'était après une fête de fin d'année, quand il m'a accusé d'avoir flirté avec un collègue qui m'avait simplement posé une question sur un logiciel de tableur. Il m'a giflé avec une telle force que j'ai
heurté le mur, puis il s'est effondré à genoux en sanglotant, jurant qu'il ne se reconnaissait plus et que cela ne se reproduirait jamais. Je lui ai pardonné et pendant 3 mois, il fut de nouveau parfait, jusqu'à ce que cela recommence une deuxième fois, bis une troisième. Chaque cycle d'accalmie se raccourcissant, les excuses pour mes ecchymoses devenaient de plus en plus rodées. En public, Trevor restait ce mari charmant et dévoué que tout le monde enviait, ce qui rendait toute la situation presque impossible à croire, même pour moi. À notre 5e année de mariage, j'avais appris à reconnaître le bruit de ses pas dans le couloir, me préparant mentalement avant même qu'il n'ouvre la porte. Je n'étais pas une femme brisée qui avait abandonné tout espoir. Je calculais silencieusement ma sortie, étudiant les lois sur le divorce tard le soir, cachant des billets de $20 dans une vieille boîte à café rangée au fond du garde-manger. Ce qui me paralysait, c'était la peur de ne pas survivre financièrement, puisque Trevor m'avait poussé vers un emploi bien moins rémunérateur, et peur que personne ne croie ma parole face à son charme. Puis, un après-midi, ma mère m'a appelé avec une nouvelle qui allait tout changer. L'oncle Weston avait terminé son dernier contrat à l'étranger et rentrait enfin définitivement au pays. Quelque chose s'est brisé en moi à cette nouvelle. Une chaleur oubliée refaisant surface. Le souvenir d'un homme qui avait toujours tenu ses promesses. Dans les semaines précédant son retour, Trevor est devenu étrangement tendu de nouvelles façons, rivé à son téléphone, s'échappant sur le balcon pour prendre des appels que je n'étais pas censée entendre. Un soir, j'ai aperçu une notification bancaire sur son téléphone déverrouillé indiquant un solde impayé vertigineux. Quand il m'a surprise à regarder, il m'a saisi violemment le poignet, laissant une marque, et m'a sifflé de me mêler de mes affaires. 3 jours avant l'atterrissage du vol de mon oncle, Trevor a explosé pour une broutille la mauvaise marque de café et m'a poussé violemment contre le coin de l'îlot de cuisine, laissant une ecchymose sombre s'étendre sur mes côtes. Le lendemain matin, en observant la carte de douleur sur mon corps qu'aucun escalier n'aurait pu expliquer, ma mère m'a rappelé pour me rappeler que nous devions tous nous rendre à l'aéroport 2 jours plus tard pour accueillir Weston. En fixant mon reflet dans le miroir, j'ai enfin envoyé un message à ma mère avec la vérité que j'enfouissais depuis 2 ans, lui disant que j'avais besoin de lui parler en personne. Chez mes parents, 2 jours plus tard, ma mère a aperçu la marque sur mon poignet au moment où ma manche a glissé et son visage s'est figé tandis qu'elle exigeait la vérité. J'ai sangloté pour la première fois depuis des mois, disant enfin à voix haute tout ce que j'avais tu pendant 2 ans. Quand j'ai terminé, elle n'a posé qu'une seule question. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant?
Je lui ai dit que je voulais divorcer, mais que je ne savais pas comment le faire en sécurité, sans argent et sans mon nom sur l'acte du condo. Elle m'a promis que nous trouverions une solution ensemble, surtout maintenant que Weston rentrait enfin pour nous aider. Les retrouvailles à l'aéroport furent aussi chaleureuses que dans mes souvenirs, jusqu'à que les mains de Weston posées sur mon dos s'arrêtent et qu'il recule juste assez pour m'observer avec ce même regard périssant qu'il utilisait autrefois pour diagnostiquer un moteur en panne. Il a remarqué que j'étais trop maigre et quand ma manche a glissé, révélant le bord d'une ecchymose qui s'effaçait, j'ai vu passer un éclair de suspicion sur son visage avant que je ne rabatte le tissu. Ce soir-là, il a insisté pour me raccompagner chez moi afin de rencontrer Trevor comme il se doit, et je n'ai trouvé aucun moyen poli de refuser. Trevor a joué la comédie dès notre entrée, servant du scotch hors de prix et jouant les hôtes généreux, tandis que Weston observait en silence, rassemblant les indices un par un. La façon dont je gardais mes manches baissées dans un appartement bien chauffé, la précision étrange avec laquelle Trevor évoquait le titre de propriété du condo, sans aucune revendication partagée. Quand Weston m'a demandé, pendant que Trevor était sorti, si j'allais vraiment bien, j'ai paniqué et lui ai dit que j'étais simplement fatiguée par le travail. Il m'a seulement répondu « Je te crois pour l'instant. » Cette phrase est restée lourde dans ma poitrine tout le trajet du retour. À peine Weston parti ce soir-là, Trevor s'est retourné contre moi instantanément, m'accusant d'avoir monté mon oncle contre lui pour l'interroger. Quand j'ai enfin répondu et lui ai demandé ce qu'il avait vraiment fait pour moi, il m'a giflé du revers de la main contre un cadre de porte, puis frappé violemment aux côtes quand je ne me suis pas effondrée comme il s'y attendait. Même pliée en deux de douleur, j'ai ressenti une étrange et farouche lucidité, la certitude que c'était bien la dernière fois qu'il poserait la main sur moi. Le lendemain matin, Weston a appelé pour insister sur un déjeuner, sans excuse possible. En voyant mes bras découverts devant mon bureau, son visage est devenu de granit. Autour d'un café au bord de la rivière, je lui ai tout raconté, de la première gifle jusqu'à la nuit précédente, et il a écouté en silence les jointures blanches contre la table. Ce soir-là, il m'a fait préparer un sac pendant que Trevor était sorti. En rassemblant mes affaires, il est tombé sur des documents révélant un énorme prêt bancaire en souffrance et une reconnaissance de dette manuscrite adressée à un certain Elias Caldwell, un nom que Weston a reconnu immédiatement comme celui d'un prêteur clandestin dangereux. Trevor se noyait dans des dettes de jeu et Weston a passé la nuit à passer des appels, confirmant que Trevor n'était même pas le cadre qu'il prétendait être et que son entreprise enquêtait déjà sur des fonds disparus. Le lendemain matin, nous sommes allés directement aux urgences pour faire constater mes blessures officiellement, car sans rapport médical, la police n'a aucun levier d'action.
À midi, nous étions devant ma propre porte tandis que Weston posait ses conditions d'une voix qui ne laissait aucune place à la négociation. Trevor pouvait se battre et Weston veillerait à ce que la police comme son entreprise apprenne tout, ou il pouvait signer les papiers de divorce sans contester, et rester loin de moi pour toujours. Brisé et acculé, Trevor a avoué avoir dilapidé l'argent de son entreprise au jeu, a accepté le divorce et m'a supplié de ne pas aller voir la police. Je n'ai répondu que par un silence glacial. L'entreprise de Trevor a découvert les fonds manquants et l'a fait inculper pour fraude. Lors de son procès pénal, le jury a entendu mon ancienne collègue, experte du cycle de la violence conjugale, puis moi-même. Quand le verdict de culpabilité est tombé avec des peines de prison consécutives, Trevor a murmuré qu'il était désolé. Je lui ai répondu que je ne portais plus de colère, mais que je ne lui pardonnerais jamais, car il avait choisi chaque instant de ce qui s'était passé. Le règlement judiciaire m'a enfin apporté une véritable sécurité financière. J'ai emménagé dans un appartement lumineux du centre-ville, retrouvé la carrière que j'aimais et reconstruit des amitiés que je croyais perdues à jamais. L'oncle Weston est resté proche, lançant sa propre société de conseil non loin de là. Un soir, il m'a confié que les moments les plus importants de la vie n'arrivent jamais à un moment pratique, qu'il faut simplement agir quand ils se présentent. Des mois plus tard, seul sur une plage, sans plus personne à craindre, j'ai enfin compris exactement ce qu'il voulait dire. Si cette histoire vous a touché, pensez à vous abonner à Récits de vengeance, car la prochaine histoire que nous vous proposerons pourrait bien être encore plus inoubliable que celle-ci. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout.